jamais la France n'a emprunté à un taux aussi bas. Mais attendez, la France est obligée d'emprunter 4 milliards chaque semaine. 4 milliards chaque semaine. Vous imaginez 4 milliards chaque semaine. Il va de soi, c'est comme si vous étiez obligé d'emprunter 4 000 euros chaque semaine simplement pour payer vos factures. Et le mec trouve ça normal. Il est content. Le mec il dit franchement c'est formidable. Vous avez vu, depuis que je suis là, jamais le taux d'emprunt de la France n'a été aussi bas. Le mec est un crétin fini. C'est pas possible d'avoir des gens comme ça à notre tête. C'est de la dette sur de la dette sur de la dette. C'est de la dette sur la dette sur la dette. Et il est content de nous dire que la France est endettée chaque jour de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Attends, il n'a peut-être pas échappé à M. Hollande que la charge de la dette et des intérêts sur les intérêts, c'est quand même le deuxième budget de la France derrière l'éducation nationale. Monsieur Hollande, vous êtes fou, quoi. Mais attends, mais le mec est fou. Ou alors il comprend rien. Mais enfin, je sais pas, c'est la portée de n'importe quel gamin de troisième. Ça représente 50 milliards par an. Mais je sais pas. J'arrive pas à comprendre quelle logique mène ces gens. Si, on comprend, c'est ce qu'on voit. Si on reprend ça avec un autre projecteur, si on voit qu'ils sont en train d'abandonner, ils sont en train de livrer toute forme de souveraineté qu'on ait, que ce soit notre banque, notre armée, etc. À partir de ce moment-là, si vous voulez, c'est transformer la France, si vous voulez, en une région de l'Europe, mais pire que ça. Ce qui va être appliqué à la France, en fait, c'est une gestion de région, exactement comme les Länder allemands. Et en fait, si vous regardez ça avec un autre œil, vous voyez que le plan qui a été mis en place par Sarkozy, la territorialité reportée, que les prises de décision ne se feront plus au niveau national. Hein, c'est-à-dire, je veux dire, si jamais par exemple la Corrèze est en déficit, la France se foutait de savoir si la Corrèze est en déficit, c'est la France. Hein, donc on mettait tout de suite. Mais là non, c'est-à-dire vous mettez en concurrence la Corrèze avec la Lozère avec la Bretagne avec le Morbihan, et ainsi de suite. Et donc chacun va devoir se battre pour avoir qu'on lui donne quelques cacahuètes à manger. Voilà. Mais en fait, c'est le principe des Länder allemands qui nous est transposé. C'est le même principe américain. Tout ça pour qu'en 2015, nous soyons livrés sur un plateau d'argent aux États-Unis. Hein, voilà. C'est ça. Hein, vous avez, je sais pas, 20 mecs, 50 mecs aux États-Unis qui ont décidé de mettre le reste du monde en esclavage à leur seul profit. Et dans ces 15-20 mecs, vous avez peut-être un quart de la Goldman Sachs. Hein, et vous avez 2-3 mecs, des chefs de notre ami Blight Masters. Hein. Et on a François Hollande qui nous explique qu'il est super content, il est très fier, parce que depuis qu'il est là, jamais la France n'a emprunté aussi bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les vampires anglo-saxons peuvent endetter la France, là ils peuvent se goinfrer, c'est-à-dire justement ils ont la garantie, puis à un moment donné, ça va monter, quoi. C'est-à-dire que jusqu'à présent, François Hollande fait exactement ce que les Américains lui demandent. Et l'Europe. C'est ça que ça veut dire aussi. Parce qu'on l'a vu avec Nicolas Sarkozy. Tant que Nicolas Sarkozy n'avait pas amené assez rapidement l'histoire de la réforme des retraites, rappelez-vous. Comme il traînait des pieds, il a eu cette attaque. Moi, je l'ai chroniqué en direct sur le blog et à la radio, et on l'a vu. Donc là, quand il a vu que les taux d'intérêt montaient très très vite, là, il s'était dépêché de faire passer la loi, etc. Et une fois que la loi était passée, pouf, les taux d'intérêt sont retombés. Résultat des courses, tous les Français doivent travailler 2 ans, voire 4 ans, voire 5 ans de plus pour toucher leur retraite. Bon, merci les marchés financiers américains, merci les marchés financiers anglais. C'est à eux qu'on doit ça. Vous avez dit lors de votre émission de radio qu'on était rentré en résistance. Alors quelles sont les manières de résister? Vous savez, les manières de résister, enfin pour nous en tout cas, elles sont pas très nombreuses, mais j'ai toujours dit, vous le savez, j'ai toujours dit que ne laissez strictement rien ou très peu sur votre compte en banque. Transformez-le en pièces d'or et en pièces d'argent systématiquement. Ne regardez même pas les cours, c'est même pas le principe. Parce que tout argent, toute pièce d'or que vous achetez, toute pièce d'argent surtout que vous achetez, vous affaiblissez votre banquier. Chaque fois que vous achetez des pièces d'or et des pièces d'argent, ce sont autant de coups de couteau que vous mettez
des coups de poing que vous mettez dans la tête de votre banquier, et il le mérite, croyez-moi, hein, dans le système bancaire. Donc, première chose. Deuxième chose, l'immobilier. Hein, pour ceux qui ont des assurances vie, etc. Franchement, achetez un studio plutôt, louez-le plutôt que, même si c'est des emmerdes à ne plus en finir, hein, la location, etc. C'est quand même mieux qu'une assurance vie ou le livret A. Hein. Ça, c'est la certitude. Et ensuite, je pense qu'il est très très important d'envoyer des informations. Moi, quand je donne la liste des licenciements, par exemple, je demande à tous les internautes, et même quand je passe à la radio, à tous les auditeurs, de la prendre et envoyez-le à tous vos contacts mail chaque semaine. Montrez ce qui se passe. Que les gens se rendent compte, hein, que d'un côté, on a une fumée média, hein, c'est-à-dire qu'on ne vous parle que du mariage gay, on ne vous parle que du problème ArcelorMittal, mais pendant ce temps-là, vous avez des groupes comme les meubles Parizeau, hein, Parizeau comme la MEDEF là, hein, qui eux vont perdre 800 personnes. C'est plus qu'ArcelorMittal techniquement, hein. Mais quand vous mettez toutes ces PME bout à bout, mais je veux dire, ArcelorMittal, c'est rien, c'est un grain de poussière à côté de tout ce que les chefs d'entreprise français. On a vu le suicide d'un petit patron d'entreprise hier. Il n'en pouvait plus. Il s'est mis une balle dans la tête. Hein, il a préféré, entre se battre avec les banques, les syndicats, le mec s'est dit, bon, vous me faites tout chier, je m'en vais. On va peut-être parler de ce qui nous attend éventuellement l'année prochaine. Alors justement, est-ce qu'à votre avis, la liste va continuer? Ça va continuer encore en 2013? L'économie vous savez, l'économie est à l'arrêt. Là, ils sont en train de... Vous savez, c'est le Titanic, là, ils sont en train de balancer les trucs à la mer pour alléger. Ils sont en train de balancer les passagers, donc les salariés, ils sont en train de les balancer à la mer pour alléger le bateau, pour qu'il ne coule pas. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Toute cette liste de licenciements inattendus depuis qu'on s'est vu, depuis le mois de mai ou juin, elle symbolise bien quelque chose. Je ne l'ai pas inventé, vous l'avez vérifié. Tous ceux qui ont été sur le blog l'ont vu. Ils ont cliqué sur les liens, ils ont vu. C'est une réalité. C'est une réalité, une triste réalité. C'est ininterrompu. Et je ne pense pas que ça va s'arrêter. Et à un moment donné, si vous voulez, les conséquences sont inévitables. Les conséquences sont inévitables. Ça va se terminer par des fous furieux qui vont défoncer toutes les boutiques, des manifestations, des trucs. Ce qu'on a vu, je ne pense pas sincèrement que les Français vont réagir comme les Grecs. Les Grecs ont été mis en esclavage, ils n'ont absolument pas réagi. Ambrose Evans Pritchard, le journaliste du Télégraphe, que je cite très souvent, que j'adore, dont je respecte les analyses, s'est planté là-dessus. C'est pas de sa faute. Moi aussi d'ailleurs, hein, très sincèrement, personne n'aurait imaginé que les Grecs si fiers, hein, se laisseraient mettre en esclavage comme... C'est l'exemple que je donne très souvent, que j'ai donné l'autre jour à la radio. Hein. Si même les services secrets grecs ont fait grève, hein, occupation des locaux, je sais pas, si les services secrets grève, ils ont qu'à faire un coup d'État. Je sais pas, donc soit en Grèce ça se termine par un putsch, avec aube dorée, c'est possible. Hein. Sinon, ils seront en esclavage, ils sont très bien comme ça. Voilà. Donc, vous pensez que nous, on va réagir? On va réagir autrement? J'espère. Vous croyez que les Français vont réagir? Écoutez, tant qu'ils la France a donné Napoléon, les jeux du on pain. a eu Jeanne d'Arc, on a eu De Gaulle, on a eu quand même des gens qui se sont révoltés à un moment donné. Rappelez-vous, les Français ont été mis en esclavage en 1940 par les Allemands. Hein. Peut-être pas l'oublier, ça. Hein. Il y a quand même des gens qui ont résisté. Hein. Ils n'étaient pas très nombreux, certes, mais ils ont résisté. Mais l'histoire s'est inversée à un moment donné. J'espère que ça s'inversera. J'espère que la fierté, la grandeur des Français, enfin ce qui fait leur grandeur quand même, qu'on ne se laissera plus imposer les volontés de Bruxelles par des gens qui ne sont pas élus. Ces commissaires européens n'ont jamais été élus. Je veux dire, Herman von Fripouille, cette espèce de foudingue, n'a jamais été élu. Vous avez vu la remise du prix Nobel? Mais vous avez vu les 3 pingouins là? Mais ils font peur! Entre Herman, mais passez les images, non attendez, mais c'était énorme! Entre Herman von Rompuy, entre Mario Barroso et l'autre là, Martin Schulz, attendez, mais
On dirait une association de malfaiteurs. Hein. On aurait dit vous savez, des souteneurs marseillais. Hein. Vous savez, avec leurs chaussures bicolores là. Hein. Et les mecs, ils sont le prix Nobel de la paix. Mais vous ne croyez pas, putain, les mecs, ils ont mis l'Europe est à feu et à sang littéralement. Il y a des manifestations là, ça s'est calmé parce que c'est les fêtes, mais ça va reprendre bientôt. C'est inévitable. Hein. Bah, encore pour que les Français se révoltent, encore faudrait-il qu'ils soient bien informés. Et malheureusement, le serpent se mord la queue, ils sont pas bien informés, malheureusement. Non, écoutez, alors là, j'en ai parlé avec Marc, qui est rédacteur en chef du Mediascope, qui est le site qui est suivi par tous les journalistes de la télé, hein, Pujadas, etc., parce qu'ils donnent les résultats de médiamétrie. Hein, et les abonnements médiatriques coûtent une fortune. Et ce journal, ce site donc spécialiste média, est le seul à le donner tous les jours. Et ce qu'il a observé, à très juste titre, si vous voulez, c'est que, d'ailleurs c'est très significatif, hein, c'est que les Français ne regardent auparavant les scores, si vous voulez, du journal de 20h de TF1 et de France 2 étaient loin devant. Hein, France 3, machin, ils étaient loin derrière. Et bien figurez-vous, c'est une première. Plus belle la vie est passé devant le journal de 20h de Pujadas. Ça veut tout dire. Ça veut dire que ça l'a fait vraiment tellement chier que maintenant on préfère regarder Plus belle la vie que regarder les infos de Pujadas qui n'en donnent pas d'infos. Hein. Et il ne faut pas croire que les Français regardent ça. Ils regardent parce qu'ils mangent à ce moment-là, comme l'a très justement analysé Marc, et que en fait c'est plus une habitude. Vous voyez ? C'est plus une habitude. Mais que toute la génération montante des Français, tous les jeunes, ils passent beaucoup plus de temps sur Internet, sur Facebook et sur des sites alternatifs. Et eux, ils regardent plus Pujadas et Claire Chazal. Hein. TF1 ne donne plus d'infos, France 2 ne donne plus d'infos, tout le monde le sait. La preuve, c'est que quand vous regardez De la Marche, par exemple, sur BFM, la seule personne qui passe sur BFM, qui fait un carton sur YouTube, c'est De la Marche. Aucun autre pingouin qui passe sur BFM ne fait des scores de La Marche. Sur YouTube. Enfin, je veux dire, parce qu'ils passent le mardi, je crois, à 11h. Bon, les gens, ils bossent, ils n'ont pas le temps de regarder. Ils ne regardent pas la télé sur leur lieu de travail. Mais quand ils rentrent le soir, ils disent, tiens, que dit De la Marche. C'est éloquent. Vous comprenez ? Et je vais vous donner une autre info que j'ai donnée à Marc d'ailleurs l'autre jour, c'est que regardez bien, CNBC, qui était la plus grande chaîne de télévision américaine financière, d'accord, est totalement décrédibilisée. Qui est le numéro 1 aujourd'hui sur l'information financière ? C'est Max Keiser. Est-ce que Max Keiser a une chaîne de télé ? Non. Il est sur YouTube. C'est tout. Tout est dit. Ok, bon. Et on appartient aujourd'hui techniquement à l'Union européenne qui, elle, va bientôt appartenir aux Américains. Donc les Américains ont pris le contrôle de toutes nos richesses ici. D'ailleurs, si vous regardez par exemple, ne serait-ce que les sociétés qui louent justement les boutiques, les bureaux, les entrepôts, vous remarquerez que la moitié d'entre elles, grosso modo, sont des entités anglo-saxonnes. Vous le verrez d'ailleurs sur celle qui veut louer justement la boutique à louer en face de l'Élysée. Si même la 3e ou 4e, la plus grande place financière de la planète, le Luxembourg, et que comment ça s'appelle leur truc déjà ? Objectif plein emploi, va sabrer des emplois. Je veux vous dire que vraiment l'économie est à l'arrêt. Ça veut dire quoi ? Parce que ça veut dire, n'oubliez pas, le Luxembourg est une plaque tournante financière, donc ça veut dire qu'il est à l'arrêt. Donc je ne me suis pas trompé quand je vous dis que c'est à l'arrêt. Ça s'arrête en 2012. Et c'est à l'arrêt. C'est tombé hier. Je ne sais pas quelle est la date, je crois que c'est sa date de hier. Voilà, je pense qu'on peut conclure là-dessus, parce que franchement, c'est tellement éloquent que... C'est énorme. C'est ce que j'ai vu ça, je dis... C'est pas vrai, quoi. C'est genre... C'est un peu comme De Funès, tu sais, quand il disait... C'est quoi ce délire ? C'est pas vrai, c'est un film comique, là, qu'ils nous ont fait. On est au 1er avril. Non, on est le 14 décembre. On n'est pas le 1er avril. On termine là-dessus ? Bah oui. Merci Pierre. Merci à vous, capitaine. On va quand même souhaiter une bonne fin d'année. Une année 2013 qui soit solidaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se rapprochent de leur famille pour créer
un cocon. C'est le moment ou jamais de prier votre ange gardien, parce que si vous avez un emploi, c'est pas parce que vous l'avez encore que vous devez vous sentir protégé, protégé dans le sens de la crise. Hein. Je pense que vous avez intérêt à prier votre ange gardien avant que les emmerdes commencent, hein, avant que votre entreprise éventuellement ne se mette à licencier parce que son chiffre d'affaires, son carnet de commandes est à zéro. Donc bonne fête